On va partir d'un environnement un peu plus large avec le contexte géologique, un peu plus large dans le temps avec le travail d'Émilie Gauthier sur les datations. Et puis, on va resserrer petit à petit avec Philippe Grosvernier sur le fonctionnement, enfin, qu'est-ce que c'est que cette tourbière de Frasnes, un peu, son historique un peu plus récent, les travaux récents. Et cet après-midi, on sera plus sur les aspects recherche, hydro, carbone, etc. Voilà. Tout va bien. Alors. Ah, voilà Vincent, ça y est, quelle belle image, magnifique. Voilà, excusez-moi. Super, ça fonctionne. Bien. Ok, merci à tous, bonjour à tous. Donc mon propos effectivement va être de donner un peu de cadre large à cette histoire de tourbière à Frasnes, puisque je vais vous parler un peu de géologie et d'hydrogéologie, essayer de faire un peu le point sur ce qu'on connaît et peut-être aussi sur ce qu'on connaît moins, et un certain nombre de questions qui se posent dans cette affaire-là. Bien, un peu de cadre géographique. Je vais mettre un pointeur, je ne sais pas si vous voyez, voilà, un peu de cadre géographique pour cette affaire-là. Donc on est dans la grande plaine de l'Arlier, au sud de Pontarlier, vous voyez Pontarlier donc ici, et globalement on est dans une dépression synclinale entre deux anticlinaux, la côte du Lavron à l'est et puis le plateau de Levier à l'est. Et vous reconnaissez au sud le complexe tourbeux de Frasnes, avec sa couverture forestière. J'ai listé sur cette image, j'ai mis 3 points sur lesquels je vais revenir un peu plus abondamment. Au nord, le Polier des Emboussoirs, dans la partie un peu plus médiane, le lac de l'Entonnoir, et puis le creux au Lard, un des éléments du complexe de la tourbière de Frasnes. Du point de vue de la topo, eh bien, vous reconnaissez sur cette image la grande dépression du Val de l'Arlier, drainée par le cours du Drugeon. J'ai relocalisé les 3 points principaux. La plaine de l'Arlier, environ 850 mètres d'altitude, bordée sur son flanc est par ce gros relief qui culmine à un peu plus de 1000 mètres, qui s'appelle la montagne du Lavron, qui est un anticlinal et dont on verra tout à l'heure qu'il peut avoir un certain nombre d'interactions avec la plaine de l'Arlier qui, elle, est un synclinal. Voilà, donc un peu le cadre topographique. Alors, du point de vue du contexte géologique, je m'appuie sur la carte géologique de Pontarlier, hein, qui est un document disponible, qui fait un peu la synthèse de la structure géologique de cette zone-là. C'est une carte qui est publiée dans les années 50-60. C'est pas parce que c'est vieux que c'est mauvais, je le répète aux étudiants souvent. Ceci dit, c'est une carte qui est construite, c'est une carte interprétative de ses auteurs, et puis c'est une carte qui est construite sur des concepts de l'époque. Les concepts de l'époque, sur le plan de la tectonique par exemple, ils sont depuis largement révisés, et la structure géologique qui est mise en évidence sur cette carte peut être largement discutée, en particulier sur la question des grandes failles qui sont susceptibles d'exister sur ce territoire. Et puis, pour ce qui est du glaciaire, les concepts de l'époque, le glaciaire a été levé par Jean Tricard, qui à l'époque construit des glaciers de vallée, se pose un certain nombre de questions, mais passe finalement assez vite sur ce territoire et produit une carte qui est aujourd'hui très discutable, malgré le fait que le glaciaire a été révisé à plusieurs reprises. Le secteur de Frasnes-Bonnevaux du synclinal de l'Arlier pose un certain nombre de questions et les auteurs se sont un peu effacés derrière ces questions et on verra tout à l'heure qu'elles sont multiples et pas encore complètement simples à régler. J'ai reporté sur cette carte dans une couleur un peu rosée les principales zones humides de cet ensemble-là. Vous devez les reconnaître et vous voyez mes 3 fameux sites qui m'intéressent et dont je vais vous parler un peu plus longuement. Alors, la structure géologique, hein, elle est, vous la reconnaissez sur cette carte, même les non-géologues, la lecture est assez simple. Donc sur la partie est, ce grand relief est une structure anticlinale qui est constituée des terrains du Jurassique supérieur. Ce Jurassique supérieur, on va le retrouver aussi dans la limite ouest
de l'ensemble, nord-ouest, hein, avec le plateau de Levier qui est aussi lui un anticlinal, un peu moins serré, un peu moins élevé, mais qui est aussi une structure constituée pour l'essentiel des calcaires du Jurassique supérieur. Et puis la Grande Dépression centrale, elle est constituée par un substratum géologique de terrains d'âge crétacé. Vous voyez ici affleurer les terrains du Crétacé, vous les voyez un peu là, vous les voyez aussi un peu dans cette région. Le Crétacé va constituer l'assise géologique de la cuvette synclinale et elle est couverte en très grande partie par cette couleur un petit peu vert clair qui correspond aux ensembles glaciaires ou proglaciaires qui sont déposés dans la cuvette et sur cet ensemble. Donc le Crétacé, il est largement sous couverture du glaciaire dans cette zone-là, tandis que les calcaires sont à l'affleurement sur les anticlinaux, qui sont assez rabotés par l'érosion et qui conservent assez peu de formations superficielles. Donc les formations superficielles, ce que j'appellerais les formations superficielles, elles se concentrent dans la dépression synclinale. Alors, sur cette carte-là, une petite synthèse rapide de ce qu'on connaît et de ce qu'on ne connaît pas. Je dirais que pour le substratum mésozoïque, hein, c'est-à-dire le Jurassique supérieur, le Crétacé, c'est-à-dire l'assise géologique des formations superficielles, je dirais qu'on a une bonne connaissance de la stratigraphie et des différents faciès qui constituent les roches de cette région-là. Depuis un siècle, les géologues ont regardé les roches, il y a eu un certain nombre de travaux, même des travaux récents, de thèses côté suisse qui permettent d'améliorer la connaissance de ces substrats géologiques. Donc je dirais que sur ce point-là, on a du biscuit, on a les éléments. On connaît aussi dans cet ensemble-là les grandes masses aquifères. Hein, il y a eu de nombreux traçages dans cette région. La grande structure hydrogéologique est connue, j'en parlerai dans un instant. Donc les grands écoulements souterrains sont à peu près bien maîtrisés dans cette région-là. En revanche, je vous le disais tout à l'heure, un peu en préambule, il y a de nombreuses incertitudes. Et les incertitudes, on peut les focaliser pour ce qui nous intéresse sur deux éléments, la structure tectonique, hein, la fracturation à grande ou petite échelle. Donc cette fracturation, elle est importante parce qu'elle va être conducteur hydraulique pour les transferts de masse ou les transferts de pression. Et donc là, on a encore beaucoup d'incertitudes. On reste sur des observations de terrain qui sont imparfaites. Et puis l'analyse des lidars disponibles sur cette région n'a jamais vraiment été faite du point de vue tectonique. Et je le disais donc aussi, les concepts tectoniques ont bien évolué. Les modèles analogiques nous permettent de bien comprendre aujourd'hui comment se déforme un anticlinal, comment se casse un anticlinal. Et sur cette carte, il manque évidemment beaucoup de choses pour répondre à ces nouveaux concepts. Et puis quelque chose aussi qu'on ne connaît pas bien dans le substrat mésozoïque, c'est le comportement donc aquifère global. Et quand je dis ça, je pense surtout au transfert de pression, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de la distribution des grandes masses d'eau, à peu près connue. Ce qu'on connaît assez mal, c'est les transferts de pression. Je vous rappelle que les transferts de pression dans ces grands aquifères, dans les anticlinaux de Côte-Chêne du Jura, ces problèmes de ce transfert de pression, on les a découverts à l'occasion du percement du tunnel du Mont d'Or dans les années 1910, où il y a eu des rabattements de pression dans le tunnel très fortes et des incidences jusqu'à des distances très éloignées du tunnel qui ont souligné effectivement le fait qu'il y avait s'il n'y avait pas de transfert de masse ou peu de transfert de masse parfois, il y a en tout cas des transferts de pression qui sont très importants entre les structures aquifères. Et ça, c'est finalement quelque chose qu'on maîtrise, à mon avis, encore assez mal. Alors, je parle avec précaution parce qu'il y a des hydrogéologues qui sont à l'écoute. Moi, je suis plutôt géologue, plutôt spécialiste des formations superficielles. Donc, voilà, il y a peut-être des choses qui seront à faire rentrer dans la discussion. Donc, voilà un peu un résumé de l'état des connaissances sur le substrat mésozoïque. Par exemple, je parlais des failles. Hein, aujourd'hui, on sait que quand on déforme un anticlinal comme l'anticlinal du Lavron, il y a certainement au pied de cet anticlinal tout un complexe faillé. Là, j'ai dessiné une grande ligne noire, hein, mais juste pour illustrer que sous la couverture de ce glaciaire et au pied de cet anticlinal du Lavron, il y a sans doute tout un complexe de failles. D'ailleurs, vous verrez que l'hydrogéologie les annonce un peu, mais elles sont complètement inconnues. Or, ce sont des éléments de transfert entre, évidemment, l'hydrogéologie de l'anticlinal et l'hydrogéologie du synclinal.
Et puis j'ai rajouté ici une ligne noire qui correspond à la poursuite du décrochement de Mout, dont je parlerai dans un instant, qui se poursuit très certainement dans le synclinal, et vous voyez que le créolard est bien placé pour être sur une potentielle prolongation de cet accident tectonique. Je parlais des grandes masses d'eau, hein, donc là une carte reposée sur la carte géologique, la carte des traçages. Donc là, ça concerne les circulations profondes, hein, dans l'aquifère karstique régional. Et vous voyez que toute la partie nord de la plaine de l'Arlier, toute la partie nord se trouve dans le bassin d'alimentation de la Loue. Alors on n'a pas de traçage intrinsèque dans les terrains du Crétacé, mais pour ce qui est tracé dans les anticlinaux jurassiques périphériques, eh bien on voit qu'on appartient au périmètre de la Loue. Tout ça se draine vers le nord, vers le complexe des émergences et des résurgences de la Loue, tandis que la partie sud est drainée vers l'Ain et les sources de la papeterie. Et dans notre partie médiane, on est sans doute dans la zone limite de diffluence entre ces deux bassins. Bon, ce n'est pas une question fondamentale pour ce qui concerne l'alimentation en eau des tourbières. Pour les couvertures glaciaires, les formations superficielles. Alors, plus on travaille, et je travaille avec des collègues à Dijon un peu sur la révision du glaciaire actuellement dans le Jura, et plus on travaille sur ces questions-là, plus on est un peu dans le flou, et plus on remet en cause tout l'état des connaissances anciennes. Et je dirais que pour le glaciaire, on a beaucoup d'incertitudes. On a des incertitudes sur la cartographie, on a des problématiques sur la stratigraphie et les faciès, hein. On a beaucoup de mal à discriminer ce qui est du glaciaire du proglaciaire. On a pas mal de problématiques sur les modalités de dépôt. On a des vraies questions sur l'âge de ces formations. Hein, vous avez peut-être en tête que ces formations du synclinal de Pontarlier, ces formations glaciaires qui le recouvrent, sont globalement d'âge wurmienne, hein, dernier maximum d'englacement dans le Jura, vers, disons, moins 25, moins 30 000 ans. Des travaux tout récents nous amènent à re-questionner cet ensemble-là, et on a lancé des essais sur un certain nombre de dates qui pourraient être faites sur ces dépôts-là, c'est assez compliqué. Bref, et on a aussi beaucoup de questions sur l'hydrogéologie. Donc, vous voyez que le champ est encore large pour améliorer la connaissance de tout ça. Bien, je reviens surtout sur la question de la relation dans le substratum géologique, hein, hors formation superficielle, entre l'anticlinal du Lavron et le synclinal qui est là. Je vous remets sur ce schéma. Alors, ces schémas, je vous mettrai à ma disposition ce PowerPoint où vous pourrez les regarder plus en détail. Mais globalement, cette structure géologique du contact entre un anticlinal et un synclinal, c'est la caractéristique de la haute chaîne du Jura. Si on se déportait vers l'est dans d'autres vallées, on aurait tout à fait ce schéma-là d'un anticlinal jurassique supérieur avec un aquifère qui se développe dans le Malm. Au pied de cet anticlinal, un complexe faillé souvent très mal connu, parfois chevauchant sur les structures du synclinal, avec dans les terrains d'âge crétacé plusieurs niveaux qui peuvent être aquifères. Je vous ai mis ici sur ce schéma, j'ai rapidement mis des petits codes couleurs. Ce qui est bleu, c'est aquifère, ce qui est orange, c'est plutôt des aquicludes. Mais vous voyez que par un système de fracture, que ce soit les grands décrochements ou les failles chevauchantes, on a des possibilités de transfert hydraulique entre les différents aquifères pour finalement peut-être avoir des interactions avec les couvertures de formation superficielle. Donc le schéma, il est très classique, hein, et vous voyez qu'au pied de cette côte du Lavron, vous avez non seulement alors ces espèces de sites un peu curieux qui sont des inversacs ou qui sont en tout cas des systèmes de connexion donc hydrogéologique avec la piézométrie de la structure plus profonde, hein, les emboussoirs, l'entonnoir, le creux au lard, mais vous avez aussi un certain nombre de points de source qui émergent au pied de cet anticlinal et qui pourraient correspondre aux sources de débordement, hein, qu'on figure sur un schéma plus généraliste comme celui-là. Donc ici, finalement, des émergences hydrogéologiques relativement nombreuses au pied de ce versant-là. Alors, je vais prendre en revue, si vous voulez bien, je vais juste vous montrer un peu l'illustration de ces 3 points verts que j'ai mis et vous en parler un peu. Hein, et je vais commencer par le nord avec le Polier des Emboussoirs. Donc le Polier des Emboussoirs, on est toujours au pied de la côte du Lavron.
contact avec le synclinal sous couverture de glacière. Et sur cette photo-là, vous voyez ici les collines hein, qui entourent la dépression tourbeuse, qui sur cette photo est en eau, hein, c'est un polier qui va se mettre en charge. Alors finalement, assez fréquemment, hein, j'ai l'occasion de le voir parce que moi j'habite en partie là au-dessus. Donc j'ai l'occasion de voir que ce système de polier il se met en charge 1 à 3 fois par an, à peu près. Hein, donc finalement, dès qu'on a des fortes précipitations, que le niveau piézométrique du karst est relativement haut, eh bien, on a des inversacs, avec un inversac principal hein, qui se trouve à peu près là, qui va produire des débits substantiels, sans parler des apports périphériques possibles hein, par la zone de tourbière, par la zone de moraine pardon, qui est autour. Puisque vous voyez que ce polier s'inscrit entre ici la côte du Lavron et puis 2 cordons de moraine hein, qui limitent ce pied de versant. Donc un polier qui se met en charge finalement assez souvent, avec un inversac principal, puis 2 ou 3 secondaires, hein, et il faudrait regarder ça un peu plus dans le détail. Je mets que ce système a sans doute été très fonctionnel, avec des très forts débits pendant les phases d'englacement. J'y reviendrai un peu plus tard là-dessus. Mais vous voyez que, si on regarde la topographie, ce polier, il a un exutoire avec des chenaux assez conséquents qui recoupent les cordons de moraine. Actuellement, les débits de sortie sont ridicules. Et bien évidemment, on imagine que quand la Haute-Chaîne était sous une masse de glace considérable, avec des charges de fonte donc importantes, ces points d'émergence ont dû être extrêmement toniques. Et vous voyez que les 2 cordons morainiques sont entamés finalement par les structures fossiles d'évacuation des eaux de ce polier. Donc très fonctionnel au dernier maximum d'englacement et pendant les phases de retrait. Et aujourd'hui, sans doute un fonctionnement que je caractériserais comme subfossile, hein, si on se met dans cette vision un petit peu large. Alors, du point de vue du fonctionnement donc hydrogéologique de ce site, ben, on n'a pas de suivi. Je ne mets pas de suivi CTD, hein, pression, température, sa conductivité, qui pourraient nous donner des éléments, mais pour l'instant, ce site n'est pas suivi. Je poursuis la côte du Lavron vers le sud, hein, je descends des Emboussoirs et j'arrive ici, cette fois-ci sur un deuxième site, qui est ce qu'on appelle le lac de l'Entonnoir. Donc vous avez ici une photo de ce lac, hein, qui est majoritairement, qui est principalement l'essentiel du temps qui est en eau, et qui va être à sec 1 à 2 fois, alors je dirais tous les 10 ans, hein, j'ai pas la chronique en tête, j'ai fait cette image très vite, mais globalement, c'est un lac qui s'assèche avec des fréquences décennales. Alors un peu plus ces dernières années, puisque avec les conditions qu'on a et les régimes perturbés, eh bien, il s'assèche un peu plus souvent. Mais vous voyez ici sur la photo du bas que lorsqu'il s'assèche, eh bien, on voit les sédiments de fond de lac qui sont exondés, et puis on voit une masse d'eau résiduelle qui peut encore ça disparaître beaucoup plus, hein, puisqu'on va se retrouver dans un lac qui disparaît quasiment totalement. Le remplissage sédimentaire et cette ardie glaciaire est donc Holocène. On a fait un forage en 2018 pour vérifier ça. Et là aussi, il y a un certain nombre d'émergences karstiques hein, qui ont dû être très fonctionnelles pendant le retrait ces glaciaires et au dernier maximum d'englacement. Et là, encore une fois, je qualifie le fonctionnement actuel de subfossile. Tout ça est très relatif. Et sur ce site-là, c'est un site qui m'intéresse particulièrement parce que moi j'étudie les sédiments du lac, et pour comprendre la séquence sédimentaire, j'aimerais mieux comprendre la dynamique hydrologique du système. Donc c'est un lac sur lequel j'ai prévu d'installer un certain nombre de sondes. Je retarde un peu cette affaire-là, mais a priori je pense qu'au printemps 2021, on aura un système de 3 ou 4 sondes qui seront équipées sur ce site-là. Alors, je vous montre quelques illustrations hein, de ce lac quand il a disparu, quand il est à sec. La sédimentation est perforée par un certain nombre de pockmarks, hein, de trous circulaires qui correspondent à des émergences à travers la sédimentation du lac et qui sont ni plus ni moins des inversacs, hein, qui sont des systèmes de connexion entre
les eaux de surface et les eaux souterraines. Et comme les pressions d'émergence sont suffisamment fortes quand le système est productif, est émergent, eh bien la sédimentation est crevée ou la sédimentation est interrompue par un certain nombre de systèmes, de trous qui sont bien visibles sur ces images. On en a repéré une quarantaine avec une typologie variée, mais les gros en violet, c'est ceux qui sont gros et fonctionnels. En jaune, il y a des plus petits qui semblent vraiment être très peu donc inactifs. Et puis en rouge, il y a des petits pockmarks de dégazage, sans doute, qui sont focalisés dans cette zone-là. Le schéma principal, c'est celui-là. C'est évidemment une relation avec le karst profond, dans lequel les charges peuvent être importantes, avec un niveau piézométrique qui va s'exprimer jusque dans la masse d'eau du lac, et puis des systèmes qui vont fonctionner à double sens. Sur ce schéma, il n'y a que des flèches qui traduisent un système ascendant, mais bien évidemment, en période de basse eau et d'abaissement de la piézométrie dans le karst, ces systèmes peuvent fonctionner en sens inverse et on va les considérer comme des inversacs. Alors, ces pockmarks, ces inversacs, dans la sédimentation lacustre, on les connaît bien dans beaucoup de lacs du Jura ou dans beaucoup de tourbières du Jura. C'est un système assez classique de l'illustration d'émergence qui met en connexion les systèmes profonds avec les systèmes de surface. Alors, ça nous ramène à nous poser la question sur la présence de tout ce tas de pockmarks ou d'inversacs, d'entonnoirs, comme disent les gens du coin. D'ailleurs, le lac porte le nom de lac de l'entonnoir. Si on fait référence à la structure géologique, alors on a la chance dans ce système-là, vous voyez sur cette photo le lac ici en eau au pied de la côte du Lavron, et voilà la coupe géologique qu'on peut proposer si on faisait une grande coupe est-ouest dans cet ensemble-là. Alors, on a la chance que cette partie de l'anticlinal du Lavron, on la connaît relativement bien parce qu'il y a un tunnel ferroviaire qui le traverse, le tunnel du Bouquet, avec le portail ouest qui sera à proximité du lac, et que la coupe du tunnel nous permet de faire une coupe géologique assez claire. Elle nous permet de montrer la structure de cet anticlinal, et puis elle nous permet aussi, parce qu'il y a beaucoup d'écoulement dans le tunnel, de nous montrer que cet anticlinal, eh bien, il contient un aquifère qui peut être en charge, avec des pressions qui peuvent être peut-être assez fortes. Et puis, ce qui est plus subjectif, alors évidemment, il y a un synclinal, c'est Crétacé, dont on connaît assez mal la structure, sous couverture de formation superficielle dans le synclinal de l'Arlier. Puis ce que j'ai dessiné là, c'est un ensemble de failles qui sont très hypothétiques, mais dont on est quasiment persuadé qu'elles existent si on fait référence au modèle de formation de ce type d'anticlinaux assez coffrés, et un certain nombre de failles qui, sans doute, vont avoir des importances fortes pour mettre en lien la structure aquifère de l'anticlinal et les structures aquifères de la dépression synclinale. Ces failles, on les recoupe dans le tunnel. Celles-ci, elles sont sous le niveau du tunnel. On ne les connaît ni en géophysique, ni en cartographie, mais on les suppose extrêmement fortement. Ça veut dire que dans ce système-là, on a des charges qui peuvent s'exprimer dans l'aquifère jurassique supérieur, qui à la base est structuré par un aquiclude, avec des élévations du niveau piézométrique dans l'aquifère, qui peuvent peut-être pousser jusqu'à plusieurs bars de pression, pression qui peuvent s'évacuer par les complexes de failles à la base du système et générer des pulses, non seulement vers l'aquifère du Crétacé, mais éventuellement vers les formations de surface qui se trouvent dans ce synclinal, avec des transferts de masse, peut-être, mais aussi des transferts de pression qui peuvent s'exprimer à travers ce complexe de failles. La charge aquifère dans l'anticlinal, je dis 4 à 6 bars de pression, c'est très aléatoire. On n'a jamais regardé quelles sont les pressions qui arrivent dans le tunnel. Mais je vous rappelle que dans un anticlinal voisin un peu à l'est, le tunnel du Mont d'Or, quand les travaux se sont faits en 1912, il y a eu depuis un certain nombre d'études géologiques sur le système du Mont d'Or, on a jusqu'à 8 bars de pression dans l'aquifère, à la base de l'aquifère du tunnel du Mont d'Or. Donc on peut effectivement avoir des pressions qui sont relativement fortes dans ces anticlinaux, sans qu'on puisse bien cadrer les choses, évidemment, dans le détail, en tout cas pour l'anticlinal de la côte du Lavant. La relation, en tout cas, pardon, je reviens là-dessus, la relation, en tout cas, entre l'anticlinal
et le synclinal, et en particulier le lac de l'Entonnoir, dessiné sur cette image. On l'a quand même vérifié il y a quelques années avec les étudiants du master de géologie appliquée de Besançon, qui dans le cadre d'un exercice universitaire ont fait un traçage et on fait une injection sur le flanc ouest de l'anticlinal, hein, depuis la côte feuillée qui est au-dessus, donc un peu en dessous de 1000 mètres. Et puis, on mis en place un suivi à différents endroits, mais en particulier sur le lac de l'Entonnoir. Alors, le lac était en eau, hein, l'image ici vous montre l'Entonnoir sec, mais le lac était en eau, donc les étudiants ont installé un certain nombre de fluocapteurs. Le suivi s'est fait sur fluocapteurs pour l'essentiel, et donc on est imprécis sur les temps de restitution, mais l'objectif était surtout de s'assurer que l'anticlinal était connecté à ces inversacs principaux qui se trouvent dans le lac. Et puis il y a eu un point de suivi ici, puisqu'on collecte toutes les eaux du tunnel avec un drain, avec un canal, et elles s'évacuent à l'exutoire du tunnel. Et vous voyez sur cette image hein, où les spectres de fluorescéine sont très clairement affichés sur 3 points de restitution. Alors, ce traçage s'est fait plutôt en moyenne et basse eau. Hein. L'idée, c'était vraiment de vérifier la situation plutôt donc en basse eau. Et vous voyez qu'en quelques jours, on a récupéré le traceur dans ces points d'émergence. Donc, c'est un traçage qui est qualitatif, qui n'est pas quantitatif, mais qui, en tout cas, nous assure de la connexion entre l'anticlinal et éventuellement ces émergences au pied du synclinal par un jeu de failles sans doute hein, qui reste donc à définir. Dans cet ensemble-là et dans ce contexte-là, ça nous amène à nous poser la question du petit étang à Berthelot, dont je n'ai pas trop parlé jusque-là, mais qui est à côté du lac de l'Entonnoir. Lac de l'Entonnoir dans lequel il y a une quarantaine d'inversacs. Je reviendrai dans un instant sur le creux Hollard et l'étang Berthelot qui se trouve là, bien circulaire. Jusque-là, on en a toujours fait ce qu'on appelle donc un culot de glace morte dans les moraines qui aurait fondu au moment du retrait des masses de glace et qui aurait fait une dépression qu'on appelle un chaudron, donc un kettel. Hein, et on l'a toujours imaginé comme ça, mais pourquoi pas en faire un pockmark fossile hein, qui aurait subi des débits très importants en période d'englacement. Il a une allure qui pourrait l'assimiler tout à fait à cette question-là, et ça rajouterait un point d'émergence dans le système anticlinal-synclinal au pied de la côte du Lavant. J'en termine avec les 3 sites, là, j'espère que je ne déborde pas trop le temps, malheureusement je dois exploser un peu le temps, je vais aller un peu plus vite. Le creux Hollard, que vous connaissez tous très bien, même système d'inversac, hein, qui émet de l'eau, qui en absorbe selon les conditions, qui se met en charge 1 à 3 fois par jour. Suivez, donc vous avez plus d'éléments que moi, mais simplement, vous voyez que le creux Hollard, quand on regarde ne serait-ce que la topo, hein, il y a une dépression dans laquelle s'est installée la tourbière à l'exutoire du système, et cette topographie, elle souligne sans doute en profondeur un paléochenal d'évacuation des eaux, puisque ce système a dû être aussi très fonctionnel en phase d'englacement. Et aujourd'hui, moi je le considère plus ou moins comme subfossile, il se met en charge de temps en temps, mais ça reste quelque chose de relativement faible par rapport à ce qu'on a dû connaître pendant les périodes d'englacement. Ce site, il est suivi, donc là, on a des éléments pour connaître son fonctionnement du point de vue hydrogéologique. Le creux Hollard, je le disais en introduction, bah vous voyez que si on prolonge la faille si on prolonge le décrochement de Mout, hein, qui est un décrochement parallèle à celui de Pontarlier, mais un peu plus à l'ouest, et on sait que ces décrochements sont des conducteurs, des collecteurs et des conducteurs hydrauliques forts la plupart du temps, eh bien on voit que le creux Hollard, si je poursuis, alors très abusivement, hein, mais les failles repérées sur la carte, si on les poursuit vers le nord, eh bien on peut mettre le creux Hollard peut-être dans la distribution distale de ce décrochement qui doit s'amortir dans la structure du synclinal en profondeur. Donc ça rajouterait à ces problématiques de transfert hydraulique ou de transfert de pression. Alors, je vous ai dit, et je vais un peu en finir là-dessus, je vous ai dit que ces exutoires qui sont présents, et là je vous remets les 3 points principaux, mais sur une carte à l'échelle du Jura, je vous ai dit que ces 3 points, hein, ils sont aujourd'hui subfossiles, mais qu'ils ont dû avoir des débits considérables en phase d'englacement. Et vous voyez que, quelle que soit la phase d'englacement qu'on connaît, la dernière, hein, le stade isotopique 2, qu'on appelait le Wurm, avec un maximum d'englacement vers 24 000 ans, vous voyez ici la limite
en blanc de la calotte glaciaire jurassienne et en rouge la limite du glacier des Alpes, eh bien vous voyez qu'au dernier maximum d'englacement, donc au DMG, les sites et la plaine de l'Arlier, l'anticlinal du Lavron sont concernés par les eaux de fonte du glacier. Et puis le glacier précédent, à 140 000, eh bien, où cette fois-ci le glacier des Alpes a débordé sur le Jura, mais vous voyez qu'on était sous des masses de glace considérables. Et dans les deux cas, ces glaciers étaient des glaciers tempérés, de basse altitude, avec des eaux de fonte considérables, et il y a une carsténogénèse très forte qui a dû se mettre en place sous ces masses de glace. On ne connaît pas bien ça, on n'a jamais regardé, mais globalement, ces exutoires de pieds de structure anticlinale ont dû avoir des tonicités et des débits considérables, et une grande partie des systèmes hydrogéologiques karstiques ont dû se trouver sous ces grandes masses de glace. Et un petit schéma, pour résumer ça, des structures de la haute chaîne avec des anticlinaux aquifères et un glacier ou des masses de glace considérables, avec des altitudes jusqu'à 2000 mètres d'altitude sans doute, qui généraient des eaux de fonte considérables, qui ont dû circuler dans le karst, et des points d'émergence par ces contacts faillés, avec tout un système d'inversac ou de systèmes émissifs qui se sont bien exprimés à cette époque-là, sans doute des débits très forts. Et très sincèrement, les 3 points dont je vous parle étaient fonctionnels à ces époques-là et ont été extrêmement toniques à ces époques, mais restent encore des systèmes de connexion entre les deux systèmes aquifères. Donc, s'il fallait faire un modèle hydrogéologique actuel, que je qualifierais de subfossile, on est dans un contexte très favorable aux interactions donc hydrauliques entre le substratum, les couvertures de formation superficielle, glaciaires ou proglaciaires, et puis les corps de tourbe qu'elles supportent, ou même peut-être des échanges directs entre substratum et tourbe dans certains secteurs. Là, je me focalise sur un schéma qui est assez généraliste, que vous connaissez, et simplement, effectivement, en période de hautes eaux, des pressions fortes dans les anticlinaux, susceptibles de faire des charges importantes qui se transfèrent, transfert de charge ou transfert de masse, qui se transfèrent par les systèmes faillés de pieds d'anticlinal, en même temps des niveaux piézométriques dans le karst global profond qui sont assez fortes, donc finalement des possibilités de transfert, des possibilités donc émissives entre les différents compartiments, jusqu'éventuellement des apports dans les corps de tourbe qui vous intéressent. Et bien évidemment, en basse eau, on va réduire les pressions considérablement, et cette fois-ci, on va drainer plutôt vers le karst profond et peut-être vers les ensembles plus profonds et le drainage des systèmes de surface. Voilà, c'est un peu général, c'est assez banal ce que je vous raconte, mais j'essaye de remettre un peu de contexte à cet ensemble-là. Au final, donc, ça laisse pas mal de questions. Là, j'ai mis pas mal d'hypothèses sur ces transferts. Tout ça mériterait d'améliorer notre connaissance sur le substrat glaciaire et tardiglaciaire. Ça, je vous l'ai dit, on le connaît mal, mais on avance un peu sur cette question-là. C'est le support des complexes de tourbe. Alors, certains d'entre vous attendez peut-être que je détaille des choses sur le glaciaire de cet ensemble, que je focalise l'échelle là-dessus. Malheureusement, pour l'instant, on n'est pas encore très clair là-dessus. Il faut attendre un peu pour améliorer tout ça. Et puis, du point de vue de la question hydrogéologique au sens large, je pense que mieux comprendre les transferts de masse et de pression à l'échelle générale, surtout les transferts de pression, c'est une question qui me semble assez pertinente dans la haute chaîne du Jura, mais là aussi, il y a des travaux en cours qui vont dans ce sens-là. Et en tout cas, peut-être qu'un suivi global des inversacs et des émergences au pied du Lavron, en particulier les 3 sites dont je vous ai principalement parlé, serait peut-être l'occasion d'avoir une vision un peu globale sur un modèle hydrogéologique à l'échelle de la structure. Voilà. Et j'ai débordé un peu, je m'en excuse, je suis toujours un peu trop long, et je me réserve pour les questions que vous aurez tout à l'heure. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup Vincent, c'était pas du tout grave que tu sois long parce que je trouve que tu as introduit très très bien la journée en ce contexte et les questions de ta conclusion, je crois qu'ils vont vraiment rentrer en résonance avec les questions qu'on se pose actuellement.
que ce soit les gens qui travaillent sur les tourbières en général, que les gens qui travaillent dans le cadre du SNO et les collègues des mines. Donc merci beaucoup pour l'effort aussi de pédagogie et d'illustration qui nous a fait une excellente présentation. On garde effectivement nos questions pour tout à l'heure. Juste Vincent, est-ce que tu peux te présenter? J'ai oublié quelque chose, chacun va se présenter évidemment, parce qu'on n'a pas forcément fait. Alors moi je suis géologue, maître de conférence à Besançon, rattaché au laboratoire de chrono-environnement. Mes spécialités sont plutôt la géologie des formations superficielles au cours des 20 000 dernières années, lacs et hydrosystèmes et interaction avec l'anthropisation des territoires. Voilà. Et j'ai une déviance pour l'archéologie aussi. Voilà. Quand on parle d'anthropisation et d'anthropisation des hydrosystèmes, évidemment, on rejoint la question archéologique. Moi, ma chronologie, c'est les 20 000 dernières années, quoi. Merci Vincent. Gardez vos questions pour tout à l'heure. On enchaîne avec donc Émilie Gauthier